Bonjour. Dans cette introduction à la série L'Europe des cartels, nous serons amenés à constater à quel point l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui est différente de celle que voulurent ses fondateurs dans les années 1920. Et je sais bien que ce que je viens de dire doit vous étonner. Pour vous, l'Europe est née dans les années 1950. Or, en réalité, ainsi que les archives et les meilleurs historiens le démontrent, cette Europe dans laquelle nous vivons a été imposée par ceux qu'il est convenu d'appeler nos libérateurs anglo-saxons après la Seconde Guerre mondiale. Elle défend donc les idées libérales qui régissent depuis toujours les deux grands empires anglais et américains. Celle de la liberté d'entreprendre et de commercer sans limite de frontières. Autrement dit, le droit pour ces empires d'exploiter les richesses en matières premières de tous les pays et de pouvoir leur vendre des produits transformés dans leurs usines sans se voir opposer de droits de douane qualifiés de mesures protectionnistes. Et nous savons par expérience que l'Union européenne a les pieds et poings liés face à la concurrence déloyale de certains pays dits émergents tels la Chine et aux sanctions commerciales d'autres comme les États-Unis. En fait, notre Europe est un géant rendu impuissant et nous nous demandons par quel autre miracle nous nous sommes retrouvés ainsi enchaînés. Et c'est là que la trahison militaire française, parce qu'elle nous a révélé la guerre larvée qui existait depuis toujours entre les grands empires, et donc le désir qu'avaient les comploteurs français de construire avec l'Allemagne nazie une grande Europe fasciste, va nous permettre de mieux comprendre les véritables enjeux de cette seconde guerre et de la guerre froide, qui ne fut que son prolongement. En effet, disons-le tout de suite, cette trahison française, donc ce retournement d'alliance, avait pour but, premièrement, de lutter contre l'esprit démocratique et républicain qui animait cette grande Europe des origines, fondée dans les années 20. Seul moyen de s'allier avec les autres puissances devenues fascistes, Italie, Portugal, Allemagne, Espagne. Deuxièmement, de contrer le commerce anglo-saxon et le noyautage de l'économie européenne par les États-Unis. En effet, tous les pays concernés aujourd'hui par le secret de famille, entourant la trahison militaire, savent parfaitement que l'unique but de guerre des deux empires anglo-saxons était que la grande Europe ne voit surtout jamais le jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle aurait dominé l'économie mondiale. En effet, le projet d'Union européenne, tel qu'il a été mis en avant dans les années 20, signifiait l'union de 26 États d'importance majeure et de 7 petits territoires auxquels s'ajoutaient tous leurs empires coloniaux d'Afrique et d'Asie, sans que leur statut de dépendance coloniale fût modifié. Soit un vaste complexe d'une superficie de 26 millions de kilomètres carrés et de 431 millions d'habitants. Ce qui aurait fait de l'Europe la seconde plus grande entité en termes de population après l'Empire britannique et la troisième en superficie, l'inscrivant au second rang mondial d'un point de vue démographique et au troisième rang par sa superficie, mais rassemblant des pays et des colonies bien plus riches et développés. Donc, une puissance économique dépassant largement celle des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. C'est en partant de ces quelques réalités soigneusement oubliées des théoriciens d'illogisme que j'ai l'intention de démontrer dans cette rubrique consacrée aux grands enjeux économiques du XXe siècle que la Seconde Guerre mondiale fut menée par les Européens afin de contrer la mainmise des deux empires anglo-saxons sur le continent. Donc, que l'éternel prétexte d'une lutte des forces du bien contre celles du mal n'est que foutaise. Qu'en réalité, cette guerre, comme toutes celles menées depuis le début de l'humanité, n'a jamais eu d'autre raison que de s'emparer des richesses du voisin, en l'occurrence de l'Europe, soit une logique purement impérialiste qui partage depuis toujours l'humanité en deux camps. Ceux qui y sont favorables, au nom du développement économique et de la sacrée-sainte croissance, et les autres, qui prêchent pour un monde différent, dans lequel l'esprit républicain, si bien défini par notre devise «
liberté, égalité, fraternité, guiderait tous les pays afin de gérer en commun les richesses de la planète dans la paix et le respect des peuples. Une théorie qui sera bien entendu qualifiée de complotiste par tous les amateurs de thèses incompréhensibles, mais qui, depuis la révolution de la trahison militaire française, n'a plus rien d'invraisemblable, puisque ce retournement d'alliance montre aujourd'hui clairement que l'Europe des origines, qui se voulait républicaine et respectueuse des droits de l'homme, a été supplantée par une autre vision de l'Europe basée sur les dictatures fascistes et communistes, justement mise en place par ces grands empires anglo-saxons, essentiellement américains. Et vous comprendrez mieux maintenant pourquoi il fallait absolument cacher au monde entier cette trahison militaire, la remettre au centre des grands enjeux, éclaire tous les véritables enjeux de ces guerres. Pour en être certain, je vous invite à vérifier dès à présent que l'Europe des origines était construite autour des grands principes républicains et non impérialistes. Tout commence après la chute de Napoléon Ier, alors que les républicains français, après avoir triomphé pendant la Révolution, puis subi la dictature impériale, se trouvent en butte à une nouvelle forme de monarchie parlementaire très influencée par l'Angleterre. En ce début de XIXe siècle, où la bourgeoisie et la monarchie s'entendaient à merveille pour brider les aspirations du peuple à plus de droits, deux pays en Europe allaient tout au contraire s'inscrire dans une dynamique plus socialiste. La Russie, du tsar Alexandre II, qui parviendra sous la gouvernance d'un souverain éclairé à une forme de démocratie sociale reconnue comme la plus avancée au monde. Et l'Italie, qui, elle, n'y parviendra pas, mais saura ranimer la flamme républicaine et l'enthousiasmer la jeunesse européenne autour de cette idée d'union. C'est donc en se basant sur les idées du révolutionnaire italien Giuseppe Mazzini, bien plus que sur celles de Garibaldi, que les intellectuels européens commencèrent à élaborer les principes de l'Europe républicaine. Ainsi que le confirme cette fois Madame Geneviève Duchesne, l'idée d'Europe unie recouvre le sentiment d'appartenance à une communauté de civilisation qui, pour se forger, a nécessité une longue période de maturation. Comme l'écrivain belge Dumont Wilden, elle estime qu'une obscure conscience d'une lointaine parenté d'origine et d'une certaine communauté de civilisation a été à l'origine du mouvement européen, qu'elle s'appuyait sur notre histoire commune, ce qu'on appelle nos valeurs. Discours convaincant, qui allait amener nombre de personnalités politiques à inscrire le projet dans leur programme et à soutenir les différentes associations d'anciens combattants pacifistes réunis autour de cette idée d'Union européenne. Celles-ci commencèrent donc à fleurir en Belgique, en France, en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Suisse, en Grèce, en Pologne, en Tchécoslovaquie, avant de s'étendre à toute l'Europe, et l'on commence tout naturellement à envisager la fin des frontières, tout au moins sur le plan économique. En résumé, ce que devait être l'Europe dès ses origines a été clairement défini dès le début de la société industrielle. Il s'agissait de l'appuyer sur les valeurs républicaines et celles de la société des Lumières afin de s'unir autour de valeurs morales communes. Et bien sûr, l'Union européenne, qui vit le jour dans les années 1950, prétend s'inspirer de ce principe. Or, nous nous rendons compte aujourd'hui à quel point celles-ci n'ont plus cours dans notre Union européenne. Car comment ne pas voir que les principes républicains ont disparu de cette version apparue dans les bagages des libérateurs anglo-saxons? Ou plutôt qu'elles ne sont plus que des paravents dissimulant d'autres valeurs, bien moins idéalistes et en général bien plus proches de celles des banquiers et grands trusts internationaux que d'une quelconque morale. C'est cet extraordinaire revirement ayant fait abandonner la priorité des idées et des valeurs européennes au bénéfice de la morale pragmatique du capitalisme à l'anglo-saxonne, imposé par les libérateurs après la Seconde Guerre mondiale, que nous étudierons dans cette rubrique consacrée
à l'Union européenne. Nous verrons que cette entité économique, si elle avait vu le jour, ainsi qu'elle avait été prévue à l'origine dans un esprit purement républicain, signifiait à la fois la fin de la domination de l'Empire britannique sur le monde et la ruine des espoirs de l'Empire américain de le remplacer un jour en tant que puissance dominante. Que cette préoccupation de préservation de leurs empires fut à l'origine des deux guerres mondiales, puis de la guerre froide, et surtout de cette constitution européenne débarrassée du principe fédérateur qui aurait pu l'unir autour d'une même idée forte et non la diviser telle qu'elle est aujourd'hui, afin de l'affaiblir. Donc, à bientôt peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.